Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes toujours à Accra. Vous le savez, depuis quelques jours, JMTV+ s'est délocalisé un tout petit peu à Accra pour quelques jours et mène quelques interviews, quelques reportages ça et là. Nous allons maintenant aller à la rencontre d'un homme riche en bonté. Il est réfugié politique ivoirien ici à Accra. Il s'occupe des multiples réfugiés ivoiriens dans ce pays depuis près de 10 ans. Il est à la tête d'une ONG. Il a surtout quelque chose à nous dire, quelque chose qui concerne les dirigeants du Front populaire ivoirien, parti, oui, de Laurent Gbagbo. Ces dirigeants qui étaient avec eux ici, avec lui ici, à Accra, et qui sont désormais repartis, abandonnant derrière eux brebis et malades. Bonjour Olivier Bella, comment ça va? Je vais bien, comme toujours je l'ai dit, avec la grâce de Dieu, le Dieu de nos ancêtres. Oui, il vaut mieux le Dieu de nos ancêtres, eux au moins, même si. Ouais. Alors, Olivier, tu m'as envoyé une vidéo hier qui m'a un peu bouleversé. Oui. C'était un des 3 camps de réfugiés ivoiriens au Ghana. C'est le 4e camp. Le 4e camp qui a été greffé au plus grand camp, Ampin. En 2011, il y a 3 camps. Oui. Le camp de Ampin, le camp de Djekrom et le camp de Fetenta. Et le 4e camp a été créé tout récemment, qui abrite aujourd'hui 800 familles qui ont fui la Côte d'Ivoire avant, pendant et après les élections récentes du 3e mandat. Les élections 2021. 2021, 3e mandat. Le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Voilà. Il y a donc eu encore un 4e camp. Un 4e camp des réfugiés. Des réfugiés ivoiriens au Ghana. Pour ceux qui nous disaient, j'ai plein de confrères en France qui disaient que tout s'est bien passé en Côte d'Ivoire lors de ces élections pour le 3e mandat d'Alassane Ouattara, ce n'était donc pas vrai. C'est pas vrai, parce que s'il y a des Ivoiriens qui ont fui, malgré que les frontières sont fermées, sont passés par la lagune, par les forêts, pour arriver ici au Ghana, demander l'asile aux autorités ghanéennes et onusiennes, c'est qu'il y a problème en Côte d'Ivoire. Chers téléspectateurs, vous que vous entendez, vous suivez comme moi. Oui, j'ai beau être journaliste, mais moi je ne savais pas qu'il y a eu encore des départs de Côte d'Ivoire des personnes demandant l'asile. Ça, je l'apprends là maintenant. J'y étais la semaine passée, oui, pour accompagner nos compatriotes demandeurs d'asile. Parce qu'il y a une barrière de langue. Oui, voilà. La Côte d'Ivoire étant francophone, le Ghana étant anglophone. Mais il faut les aider. C'est un nouveau réfugié. Il faut les accompagner au bureau du Ghana Refugee Board via le UNHCR Ghana pour leur demande d'asile. Comment se déroule une demande d'asile au Ghana? D'abord, quand vous venez au Ghana, fuyant la Côte d'Ivoire, il y a le ministère de l'Intérieur ghanéen, oui, le département qu'on appelle le Ghana Refugee Board, qui accueille les réfugiés, les demandeurs d'asile. Après le Ghana Refugee Board, quand vous faites votre enregistrement, ils prennent votre déposition, pourquoi vous avez fui le pays, quelle raison, votre identité, et ensuite l'achemine au HCR, qui s'occupe de prendre vos empreintes, vos photos, et la demande d'asile suit son cours. Le HCR, c'est le Haut Commissariat des réfugiés. Des réfugiés. Et à partir de là, vous avez votre statut, le statut de réfugié. Ce statut qui vous permet de faire quoi dans ce pays? Rien. Rien du tout. Vous n'avez pas droit au travail? Quelques ONG dans les camps aident certains Ivoiriens à faire des formations. Soudure, pâtisserie, mécanique et autres. Ou des petits projets d'élevage et autres. Qu'on appelle le ADRA. Qui sont financés, ils financent quelques projets dans les camps. J'étais là-bas la semaine dernière, j'ai vu des Ivoiriens qui s'adonnent à l'élevage des poulets, des porcs et autres, juste pour subvenir à leurs besoins. Parce que depuis 2014, le programme alimentaire mondial a arrêté la subvention alimentaire. Le PAM, le programme alimentaire mondial qui dépend de l'ONU. Qui dépend de l'ONU et une organisation onusienne,
a arrêté de donner la nourriture aux réfugiés. Et comment ces réfugiés-là se nourrissent-ils donc? Bon, revenons à 2014. J'ai écrit au programme alimentaire mondial. Je voulais rencontrer la représentante. Dans le temps qui s'appelait, je crois, Shimunta, un nom comme ça, si je prononce bien. Elle m'a rencontré, elle m'a donné rendez-vous à son bureau. Je suis allé en tant que représentant d'une ONG. Elle ne me connaissait pas comme réfugié. Elle m'a fait des confidences en 2014. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Monsieur, il n'y a plus de nourriture pour les réfugiés ivoiriens. Monsieur, il n'y a plus de nourriture pour les réfugiés ivoiriens. Quelle bonne nourriture en plus. 3 kilos de riz d'une mauvaise qualité, un quart d'huile, une pincée de sel, demi-kilo d'haricots. Il n'y a plus. On n'a plus aux réfugiés ivoiriens. La raison? Il n'y a pas de raison. Je ne sais pas. J'ai demandé pourquoi. Elle dit qu'il n'y a pas de fonds. Il y a encore des réfugiés dans le temps syriens. Il y a encore des réfugiés. Ceux-là sont des cas urgents. Les Syriens sont des cas urgents. Urgents. Peut-être parce que blanc de peau? Bon, c'est à eux de... Oui, chers téléspectateurs, je suis obligé de poser la question. Pourquoi un Syrien est-il prioritaire sur un Ivoirien? Je pense que la guerre, la pseudo-guerre en Syrie a éclaté après celle de Côte d'Ivoire. Après, oui. Pourquoi est-ce qu'un Syrien est-il prioritaire sur l'Ivoirien? Bon, je n'ai pas eu la présence d'esprit de poser à cette dame-là cette question. Parce que j'étais allé la voir. Je devais ouvrir des cantines scolaires dans les camps. Je suis allé la voir pour avoir un peu de vivre, pour ouvrir les cantines scolaires. Parce que nos enfants, en 2014, allaient à l'école. À 10 h, ils ne vont plus. Ils sont dans les tentes. Ils ne vont plus parce qu'ils ont faim. Pauvre gamin. Pauvre gamin. Je vais le dire, chers téléspectateurs, je ne savais pas que ça se poursuivait sur la planète, que ça déménageait de l'Europe pour l'Afrique. Il y a de cela 20 ans exactement, j'étais bénévole à la Croix-Rouge de Roissy-Charles de Gaulle, service des primos arrivant en France. Sachant m'exprimer et écrire la langue française très rapidement, on me confiait les demandeurs d'asile qui venaient d'Afrique, du Maghreb, à l'époque des Balkans, les Slaves. Oui, les Slaves. Chaque fois que j'appelais le 115 pour obtenir une place d'hébergement pour un Slave ou pour un Arabe, on lui donnait au minimum 1 semaine, voire 2 dans un camp. Lorsque j'appelais pour un Africain, on ne lui a jamais donné plus de 3 jours. Ça, c'est un témoignage que je dis là. Si quelqu'un en France veut m'attaquer, qu'on m'attaque et j'irai démontrer cela. Donc je ne savais pas que ça s'était déplacé sur le territoire africain. C'est comme ça. Ici, le nouveau camp, par exemple, le nouveau 4e camp qui a été créé, c'est une tente de 4 mètres sur 2, hauteur 1,50 m. Ils ont déblayé avec des bulldozers une partie d'une forêt là, qui est greffée au camp d'Ampin. Ils ont placé les tentes. Il n'y a même pas un morceau d'arbre pour s'abriter. Vous savez que dans les tentes là, c'est un minimum 41 degrés. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Nous sommes au Ghana, pays où il fait extrêmement chaud. En ce moment, c'est la période tempérée, mais on a quand même 25 degrés. Oui. Alors, sous une tente, comment vit-on lorsqu'il fait 25 degrés à l'extérieur et le jour où il fait 45? Car j'ai été ici, il y a de cela 8 ans, au mois de mai, c'était plus de 45 degrés à l'extérieur. Comment vit-on dans une tente? Vous y êtes, comment vous faites? Vous voyez que je porte des lunettes et je les ai achetées au bon marché. Hein. Les tentes, tu n'as pas le choix. Tu dois habiter. J'ai la vue qui baisse. C'est tout ce qu'on a comme abri. À 8 h, le soleil est déjà aux aplombs. On sort des tentes. Le camp d'Ampin est sur la grande voie principale de la CEDEAO. C'est un littoral. Nous allons au bord de la mer pour prendre un peu d'air frais. À 17 h, on revient dans les camps. C'est comme ça qu'on vit. Mais je vais revenir sur cette question. Vous nourrissez de quoi? D'eau de mer, de cocotiers cueillis? Honnêtement, vous nourrissez de quoi? Ça me fait rire et en même temps ça me fait pleurer. Si je pouvais pleurer, j'allais pleurer. Écoutez, monsieur, le matin, le réfugié se lève. S'il a la chance d'avoir un voisin qui a fait un peu de riz la veille,
Les gens partagent. La solidarité dans les camps, elle existe vraiment. Solidaire. Mais automatiquement, il faut improviser. Des amis et moi, en 2014, on allait au bord de la mer, tirer le filet, avoir 2 petits poissons avec les pêcheurs, et on va faire une petite sauce. C'est comme ça qu'on se nourrit. Voilà, c'est tout. Jusque-là, vous me le direz si vous le sentez, mais je reste sur ma faim. Ouais. Parce que je ne comprends pas comment vous nourrissez. Si le programme alimentaire mondial a arrêté de vous alimenter, vous ne pouvez pas travailler, vous n'êtes pas dans votre pays, comment vous vous nourrissez? Et y a-t-il des Ghanéens qui, par solidarité africaine, vous apportent des vivres? Comment vous faites? Bon, en 2011-2013, quand ils ont arrêté le programme alimentaire, arrêté la nourriture, beaucoup de réfugiés, pour ne pas mourir de faim, ont préféré aller affronter la Côte d'Ivoire. Ils sont repartis. D'autres ont progressé un peu vers le Togo, parce qu'il y a un problème de langue. Les jeunes filles, elles viennent sur Accra avec mon ONG, je les essaie un peu. J'arrive à voir que quelques Ghanéens ou bien quelques Ivoiriens qui les prennent comme femmes de ménage pour la cuisine, pour un maigre salaire, et puis elles dorment là-bas. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai un jour tourné un documentaire sur la prostitution. Il y a de cela 16 ans. Oui. Nous savons aujourd'hui, et cela a cours au Cameroun avec les déplacés camerounais. Oui. Beaucoup de jeunes filles sont lancées dans la prostitution par nécessité. Exactement. Vous n'allez pas me dire que ça n'existe pas? Si. Pourquoi vous ne le dites pas? Dites-le, il faut que ça se sache. Bon. Ici au Ghana, ce n'est pas une jeune fille qui va se mettre sur la grande voie pour, comme le dit, attendre son client. Ici à Accra, ou même dans le camp, quand elle se lève le matin, elle a faim, la première personne qui l'aborde, qui lui montre un petit billet, Elle cède. elle cède. Parce qu'elle a une pression aussi. La faim et son père, sa mère qui est vulnérable, qui n'a rien à manger. Il faut que cette jeune fille-là, de 13 ans, 14 ans, 15 ans, s'occupe de son frère, de son papa. Ben oui. J'ai eu à parcourir le camp de Ampin. Et c'est là mon organisation humanitaire est née. J'ai eu affaire à un bébé, le petit Josué, du camp de Ampin. Sa mère a atteint d'un neuropalu. Elle a perdu la mémoire, elle a été internée. C'est qu'elle est demandeur d'asile. On la envoie dans un asile de psychiatrique. La voisine a récupéré le bébé. Elle n'a rien. Le bébé Josué était nourri d'eau sucrée pendant des semaines. Quand on sait que le sucre blanc est déjà nocif pour la santé, on nourrit un bébé avec de l'eau. Je suis sûr que ce n'était pas de l'eau minérale en plus. Non, non, pas du tout. Oh mon Dieu. Dans les camps, nous avons des pompes hydrauliques. Ce n'est pas de l'eau minérale pour pomper. C'est quoi? C'est des forages? Des forages, oui. Ah, bon, ça c'est déjà mieux par rapport à autre chose. Des forages, et puis elle nourrit le bébé. Il était mal au point. Et je lui ai dit, madame, est-ce que je peux filmer? Vous interroger. Elle a accepté. Et j'ai posté sur les réseaux sociaux. Ouais. Automatiquement, une dame en Allemagne, ivoirienne, du nom de Mayer, madame Mayer, a vu mon poste. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, mon frère, tu es au camp? J'ai dit oui. Elle dit, je suis dans le train. Allez, soyez fort. Soyez fort. Je suis dans le train. J'ai 24 € pour ce bébé. Elle m'a envoyé les 24 €. J'ai acheté du lait, de l'eau minérale et j'ai donné à l'enfant. Aujourd'hui, l'enfant se porte très bien. Il a 9 ans, il va à l'école. Oh. Chers téléspectateurs, il y a des interviews qui sont très difficiles à mener. J'essaye de rester professionnel, mais même le meilleur des journalistes au monde ne peut pas rester insensible face à la souffrance.
Les camps de réfugiés, vous les voyez là, défilent. J'ai mis ces tentes que vous les voyez. Vous pouvez être du RDR d'Alassane Ouattara, vous pouvez être du FPI de Laurent Gbagbo, vous pouvez être du PDCI de Konan Bédié ou Foué-Boigny. Vous avez des cœurs. Regardez ça. Et le problème ne se circonscrit pas qu'en Côte d'Ivoire ou au camp du Ghana. Au Cameroun, on connaît ça. À l'intérieur du Cameroun, on connaît cette situation avec de nombreux déplacés internes et externes au Nigeria. C'est dans les mêmes conditions. Quand est-ce que nous allons prendre conscience de cela? Olivier Bella. Oui. Je vous supplie au nom de nos ancêtres d'être forts, comme vous l'êtes depuis plus de 10 ans. Vous étiez ici avec les anciens dignitaires du régime, pas du régime, c'était pas un régime, Laurent Gbagbo, il a été élu et réélu. Donc, des anciens dignitaires du pouvoir Laurent Gbagbo. Oui. Où sont-ils aujourd'hui, ces dignitaires-là? Ok, avant de rebondir au moins sur cette question, Oui. permettez-moi de vous dire que moi j'ai assisté à des enterrements de 177 Ivoiriens enterrés dans des tombes sableuses. Ici au Ghana? Ici au Ghana. Aujourd'hui, ces tombes-là n'existent plus. Oh, pitié. Et pour enterrer un cadavre réfugié, il faut aller négocier avec la chefferie. Moi, il y a une bouteille de guine. Pourquoi on vous donne octroi une petite parcelle pour enterrer vos corps? Moi, j'ai assisté à 177 enterrements près des camps. Maintenant, je reviens aux dignitaires ici. Nos dignitaires 5 étoiles, réfugiés. C'est comme ça que moi je les appelle. Bon. Où sont-ils aujourd'hui? Aujourd'hui, ils sont tous rentrés. Donc, vous me dites, Olivier Bella, que tous les dignitaires, les anciens ministres, les anciens colonels, les généraux, sous Laurent Gbagbo, président de la République, ces dignitaires qui étaient en exil ici, dont réfugiés politiques, sont tous rentrés en Côte d'Ivoire. Bon, quand je parle de dignitaires, c'est des dignitaires politiques. Politiques. Des ministres. D'accord. Les anciens ministres de Laurent Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire. À quelle date sont-ils rentrés? Vous avez une idée? Ils sont rentrés progressivement, certaines périodes. La dernière vague qui est rentrée, la toute dernière, elle est composée de 6 personnes. Rentrés à quelle période? Oh, il n'y a même pas encore un mois. Hein. Donc, bien avant. Bien avant que Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire ou bien après? Bien avant que Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire. À leur tête, il y avait le ministre Kone Katina. Il a convoqué une réunion chez lui à son domicile. Que les exilés viennent, il veut les rencontrer. Pour leur annoncer que lui, il rentre. Ah, il appelle les exilés pour leur dire, moi je rentre. Moi je rentre. Venez, on va rentrer. Monsieur, je suis ouais. 75% de ceux qui sont dans les camps sont détenus ouais. Vous voulez que je vous parle un peu du génocide ouais? Je veux comprendre ça car les génocides, il y en a tellement en Afrique. Il y a eu un génocide ouais. À Diokwe. Des villages ont été décimés, brûlés. Ces personnes l'ont fui, sont venus sur Abidjan. On les appelle des déplacés de guerre. Et pendant les élections, ils sont venus sur le Ghana. Et ceux-là sont là. Ils n'ont plus de village. Toi, ministre, étant représentant de la coordination FPI, tu les appelles pour leur dire que moi je rentre, venez, on va partir. Il s'appelle comment ce ministre-là? Il s'appelle Kone Katina. Il est le président de la coordination FPI en exil. Moi, je suis pas allé. Je ne suis pas allé à cette réunion. Parce que, franchement... C'est indécent, non? C'est indécent. Il devrait partir avec tous les réfugiés. Un bateau ne quitte pas le navire quand il s'avise. Ils sont partis. Un capitaine, pardon, ne quitte pas le navire quand... Bon, ils sont partis. Moi, j'avais espoir, jusqu'à aujourd'hui. Premier jour, deuxième jour, à Abidjan, qu'ils allaient faire un clin d'œil pour dire qu'effectivement, nous sommes venus, mais nous avons laissé 3 camps. Je me demande s'ils sont au courant du 4e camp. Le 4e qui a été créé avant, pendant et après les élections du 3e mandat. Je me demande s'ils sont au courant.
Parce que s'ils sont au courant, ils n'auraient pas laissé toutes ces personnes-là qui ont fui pour venir, eux ils s'en vont. Simplement. Pourquoi ils sont partis, c'est à eux que vous pouvez demander. Mais ils ont laissé les réfugiés, ils sont partis. Si vous connaissez ces militaires, vous avez cité six dignitaires, vous n'avez donné le nom que d'un seul. Kone Katina, qui est le président de la coordination FPIC en exil, Damara Picasse, Taïs Zoé, la petite sœur du président Laurent Gbagbo, Koudou Jeannette. Koudou Jeannette. Oui. Elle aussi est partie. Ça, c'est la dernière vague. Ils sont partis. Ils sont partis tous après, quelques semaines, une semaine après, leur outil de communication. Ils sont partis avec leur outil de communication, qu'on appelle le réseau Palacom. Ah, un outil de communication, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ils ont un outil de communication pour laver leur image sur la toile et autres. Ils sont partis avec. Composé de qui cet outil de communication-là? Des journalistes, des communicants? Bon, des communicants, des pseudo-journalistes. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2021. J'étais au camp la semaine dernière. On me pose des questions. J'étais au camp lorsque le président Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire. Tous les réfugiés étaient contents. Mais après, 2 jours après, ils sont devenus tristes. Pourquoi? Il est rentré. C'est bien. On fait quoi ici jusqu'à aujourd'hui? Parce que c'est ce qu'on se disait en 2011. Ce régime d'Alassane Ouattara, dans 3 mois, va tomber. On va tous rentrer. 3 mois sont passés. 6 mois, 1 an, 2 ans, nous sommes à 10 ans. Je n'ai pas entendu, parmi tous ceux qui sont rentrés, ou bien un geste pour dire, bon, écoutez, nous sommes rentrés, c'est vrai, mais j'envoie au moins 2 grains de riz à une ONG pour donner aux réfugiés, ou bien directement donner aux réfugiés. Il n'y en a pas. Des dignitaires du FPI qui abandonnent des Ivoiriens réfugiés comme eux à l'étranger et repartent. Vous y croyez, chers téléspectateurs? Oui, voilà un témoignage, mais c'est tellement... Parfois j'ai envie de vous dire... Il y a 3 camps en 2011. Il y a un 4e camp qui a été créé pendant les élections. Et 2021, oui, 2021. Vous l'avez dit. Bon, eux ils rentrent. Pendant que les Ivoiriens fuient la mort, eux ils rentrent. C'est à eux de comprendre pourquoi ils rentrent. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont rentrés. Non, honnêtement, pensez-vous qu'ils ont négocié quelque chose avec le régime Ouattara? Ça, je n'en sais pas. Mais ils sont rentrés. Oh mon Dieu. Dites-moi Olivier Bella, vous qui êtes sur le terrain et assez bien informé, combien de camps de réfugiés africains existent-ils sur le territoire ghanéen? Sur le territoire ghanéen, pour répondre à cette question, en 2014, quand un jeune, je peux dire un jeune parce que je suis plus âgé que lui, un jeune frère ivoirien vivant en Australie, il est venu au Ghana ici, on lui a dit, tu vas approcher les réfugiés, pour être efficace, il faut approcher Olivier Bella. Il m'a approché. Il dit ensemble, nous allons créer, tu as une ONG, tu es président, il faut que tu sois ton ONG, nous allons créer ce qu'on appelle le fonds d'assistance aux réfugiés ivoiriens. Nous avons créé. Il m'a dit, tu es le président, il n'y a pas d'élection, tu es le président. La vice-présidente, elle est la fille du président Laurent Gbagbo. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle Marie-Laurence Kipré. Marie-Laurence Kipré, la femme de Stéphane Kipré. La femme de Stéphane Kipré. Ok, je crois que je les ai aperçus à Paris un jour. Voilà. Nous avons créé le FARI. Je leur ai dit, pour être indépendant, pour ne pas être malmené par le politique, nous allons, dans le groupe, nous sommes 10. Nous allons cotiser chaque fin du mois 5 € équivalent, le montant équivalent à 5 €. Ils ont accepté. Nous avons cotisé. Nous avons une petite somme. Je leur ai dit, bon écoutez, nous allons sélectionner, on ne peut pas donner à tous les réfugiés dans les 3 camps. Nous allons sélectionner une femme qui a un bébé de 0 à 12 mois. Ça c'est une famille. Parce qu'une femme qui a un bébé, le bébé a un père. Le bébé va avoir un petit frère ou bien une grande soeur. C'est une famille. Nous allons leur donner un
du riz de 5 kg de bonne qualité, 1 litre d'huile, du savon, du sel, du sucre, du gari. C'est ce qu'on a fait. Je suis allé faire une demande aux autorités compétentes ghanéennes. Parce que pour visiter un camp, en tant que ONG, il faut avoir une autorisation. J'ai eu l'autorisation. Le même jour, en 5 minutes. Je vais à la maison, j'appelle ma vice-présidente, la fille du président Gbagbo. Elle me dit, Olivier, ça tombe bien. Un donateur nous a donné des sacs supplémentaires. Ce qu'on avait acheté, j'avais ça chez moi à mon domicile. Des sacs supplémentaires. Donc, reportons dans 2 jours. C'est une bonne chose. Je retourne encore au bureau du Ghana Refugee Board. On me dit, ton histoire de demande là, il faut attendre dans 2 semaines. 2 semaines, pourquoi? J'ai tiqué un peu. Pourquoi 2 semaines? Je suis allé très lourd et j'ai obtenu l'autorisation. Je suis allé frapper haut. Très haut. Très haut. Je dis bien très haut. À la présidence. À la présidence. Et j'ai eu l'autorisation. Le même jour, à 5 minutes. J'ai eu l'autorisation de 9 camps. Le camp des Congolais, des Soudanais, des Togolais, des Camerounais. Des Camerounais sont réfugiés au Ghana. Au Ghana. Je lui ai dit, monsieur, non, je n'ai pas besoin de tous les 9 camps. Il dit non. Où tu es parti là? Moi, je donne l'autorisation de 9 camps. Ne reviens plus parce que les autorisations là, elles sont à vie. Si tu viens, c'est juste pour commander renouveler. C'est juste une formalité. Tu es autorisé à aller dans les 9 camps là pour faire des activités humanitaires. J'ai pris les autorisations. Les dignitaires dont vous parlez là m'ont appelé. Tu as pu avoir l'autorisation? J'ai dit oui, j'ai pu avoir l'autorisation. Un parmi eux m'a appelé à son domicile. Il me dit, bon, si tu vas aller dans un camp, appelle telle personne dans le camp. J'ai dit, j'ai compris. Je suis allé à la maison, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je le fais? J'ai une autorisation pour aller donner la nourriture aux réfugiés ivoiriens. J'ai une autorisation, c'est fini. J'ai la nourriture. Pourquoi fallait-il appeler deux autres? Ces personnes qu'on vous demande d'appeler sont des Ivoiriens. Sont des Ivoiriens. Ils sont aussi réfugiés. Ils sont aussi réfugiés. Oui. Qui sont les dignitaires. Ils ne sont pas des dignitaires, c'est un peu des loubards, des membres de leur fan club. Ah, d'accord. Voilà. Il faut les appeler d'abord. Il faut les appeler d'abord. Parce que eux, c'est des gardiens des camps. C'est eux qui rendent les comptes aux dignitaires. Voilà ce qui s'est passé dans les camps. Voilà ce qui s'est passé dans les camps. Mais rien n'est fait. Mais moi, je vais rentrer dans les camps. Mais il faut les appeler. Je ne les ai pas appelés. La fille du président Gbagbo est venue chez moi à 4 h du matin avec sa voiture. On a chargé les sacs de riz. On allait à la gare, dans le bus. Parce que ça ne peut pas continuer le véhicule. Pour ne pas casser les amortisseurs. Le camp le plus proche était à 4 h de route. L'autre camp était à 8 h de route. On doit faire les 2 camps le même jour. Donc nous sommes allés très tôt, à 4 h du matin. Le premier camp, Edjekourom, n'est pas sur l'axe principal. Il faut arriver à un village qu'on appelle Agnué-Sidou et après prendre la piste. Donc je suis arrivé le premier, j'attendais la fille du président Laurent Gbagbo. Elle est arrivée, elle me dit non, quelqu'un du dignitaire du FPI l'a appelé pour dire que sa sécurité n'est pas garantie. Il faut qu'elle fasse demi-tour. Sa sécurité n'est pas garantie. Oui, il faut qu'elle fasse demi-tour. Parce que le camp est en train de se soulever. Elle dit mais pourquoi? Elle m'a dit ça, elle dit bon écoute, nous avons une autorisation. On va donner à manger aux réfugiés ivoiriens. Mais je ne comprends pas pourquoi les Ivoiriens vont se rebeller contre nous. Allons au camp. On est allé au camp. Barrage. Qui fait le barrage? Les Ivoiriens. Les Ivoiriens? Oui, les loubards. Vous empêchent de donner à manger aux Ivoiriens? Aux réfugiés ivoiriens. Ceux que vous dites être les bras des dignitaires dans le camp? Exactement, oui. Oh mon Dieu. D'accord. Comment ça s'est terminé cette histoire? On est arrivé à 9 h. Il y a eu du bruit dans un camp. Il y a une police dans le camp, ghanéenne. Vous savez toujours, la police informe sa hiérarchie que la ville proche, Cape Coast, le commissaire de Cape Coast arrive avec des badauds, c'est-à-dire quelques militaires bien valides, parce qu'il faut faire la sécurité. Ils m'ont interrogé. C'est vous le responsable de l'ONG? J'ai dit oui. Vous avez une autorisation? J'ai dit oui, la voilà. Ils ont fini des lits. Ils ont demandé au manager du camp. Il dit oui, il a une copie. Mais il ne comprend pas pourquoi les Ivoiriens ils ont mis les barrières comme ça. Il me dit bon, allons-y. Chemin faisant, de la police, une petite côte pour rentrer au camp.
Une dame se fait gifler, elle est à terre. Elle est enceinte de 3 mois, je crois. Elle est la présidente des Ivoiriennes, des femmes ivoiriennes dans le camp de Ediekrom. Elle est à terre. La police a arrêté celui qui l'a giflé. Ils ont mis aux arrêts. Pourquoi l'a-t-on giflé? Parce qu'elle vient m'accueillir pour aller faire le don. Ah, d'accord. Ils nous ont escortés. On a sélectionné les 65 femmes. On leur a donné ce qu'il fallait donner. C'était la fête. J'étais content. Il nous reste encore un autre camp. Qui a quoi? 5 heures de route. Parce qu'on a déjà fait 4 heures de route. Il fallait rouler vite. Nous sommes à 15 heures. Nous avons roulé vite. Nous sommes arrivés dans le camp. Bien avant cela, chemin faisant, j'ai appelé le président du camp, qui est un aîné à moi, juste pour le menacer, pour lui dire que tu as entendu ce qui s'est passé dans le camp de Ediekrom? Il dit oui. Pour que nous ayons du retard pour venir dans votre camp. Je lui ai dit, je viens dans ton camp, je t'appelle parce que tu es président du camp. Je ne t'appelle pas parce que tu as une relation avec, affinité avec un dignitaire du FPI. Donc je viens dans ton camp pour faire un don. Il dit, mais pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, non, je te parle comme ça parce que je te parle sèchement. Il dit, petit frère, ne me parle pas comme ça. Je suis président du camp, viens dans le camp, tu as fait ton don. Je suis allé, le camp ouvert, j'ai fait le don. Nous avons quitté le camp de Ampin vers 23 h. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai coupé. Dois-je comprendre que des dignitaires du FPI réfugiés au Ghana vous empêchaient de nourrir des Ivoiriens? De nourrir des Ivoiriens. Vous me le confirmez? Je le confirme. C'est une accusation grave. Oui, je le confirme. La fille du président Gbagbo, demandez-lui, elle va vous le dire. Quelques réfugiés vont vous dire ici. Oh là là. Le truc, c'est que je peux pas aller dans ces camps-là, je n'ai pas d'autorisation. Et je doute fort qu'on accepte qu'un journaliste français puisse entrer dans ce camp-là. Parce que le peu que j'ai vu en image, franchement, c'est indigne pour que des humains. Bon, pour rentrer dans le camp, il vous faut une autorisation. Ah oui, ça c'est une évidence. Il faut une autorisation. Nous sommes en Afrique. Dans l'autorisation, on vous dit, vous n'avez pas le droit de filmer. Ah d'accord. Vous n'avez pas le droit de faire des prises de vue. Mais vous partez voir des Ivoiriens qui ont des problèmes. Vous partez avec des présents. Et puis, bon voilà. Oh là là là. On ne peut pas aller voir un réfugié les bras ballants. Ça, ah non, bien sûr que non, c'est impossible. Voilà, ça c'est impossible. Je préfère que vous restiez chez vous. Parce que si vous allez voir un réfugié, si un étranger rentre dans un camp, c'est comme un espoir. Quand moi je vais dans un camp, chaque semaine, on dit ah, dans les haut-parleurs du camp, parce qu'il y a une petite radio, c'est des haut-parleurs, on dit bonne nouvelle. Le président Béla Olivier est là, hein, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que c'est la Noël des enfants, ou bien c'est pour la cantine scolaire. J'y étais la semaine passée, pendant le 30 mai, pour la fête des mères. Mais Olivier Béla, vous êtes très courageux parce qu'il faut dire, chers téléspectateurs, depuis quelques années, vous êtes paralysé de tout le côté gauche. Tout le côté gauche. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a un AVC. Un AVC? Dans le camp des Ampins. Parce que je ne supportais vraiment pas la souffrance des Ivoiriens. L'empathie, je ne supportais pas. Et chemin faisant parmi les bâches là, je me suis affaissé. J'ai eu la vie sauve. Oui. Par la représentante du ICR dans le temps, qui est une Belge. C'est une blanche, une Belge. Elle s'appelle Yoli. Elle m'appelle mon frère Béla. Elle est venue au camp elle-même, où j'étais couché dans la tente. Elle dit, je viens te chercher demain. Elle est venue me chercher, faire toutes les analyses. Je n'avais pas de symptômes de quelqu'un qui a un AVC. Mais nous sommes en Afrique. J'ai dit, ben nous sommes en Afrique. Voulez-vous dire que ce fut mystique? C'est mystique. Parce que l'hôpital ne décèle pas symptômes d'AVC, mais pourtant vous avez un AVC. Un AVC. Je ne parlais pas, je ne marchais pas. Aujourd'hui, voilà, j'ai une canne tétrapode. C'est ça que je me déplace. Mais je vais dans les camps. Oui, je vous ai vu dans les camps, on vous voit marcher dans ces camps-là. Ouais. J'irai encore la semaine prochaine dans le camp de Ampin. Parce qu'il y a des cas. Mais où est-ce que vous prenez ce courage-là? Écoutez, je suis d'abord un ouai, c'est-à-dire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Mon père fut un douanier. Il avait 3 femmes, nous sommes 15 enfants.
Vous savez, dans les familles de 15 enfants, nous mangeons en groupe. Et la plus grande parmi nous était ma grande sœur. Aujourd'hui, personne elle est décédée. C'était une Parisienne. Elle est venue au camp pour m'épauler. Elle est décédée, c'est Maïliba. Je suis le petit frère de Maïliba. Oh, c'est pas possible. Oh. Elle devait être dans ce cas-là, le 30 mai. Petit frère, j'étais D. Elle est décédée. C'est votre grande sœur. Et donc, oui, ma grande sœur. Un père. Bon, en Afrique, son père étant valide, elle veut partir en France. Et elle et sa sœur, Martha Ba, ont été accompagnés. J'étais très petit, j'avais 6 ans, mais je voyais tout ça. Leur mère les accompagnait chez mon père à la cité douane de Vridi. Disant que ton frère est parti en France, voilà tes 2 enfants. Mon père dit, bon, merci madame, mes enfants sont arrivés. C'est comme ça que mon père a recueilli Maïliba. J'étais au CP1, elle était au CM1. Ça fait 3 mois qu'elle est décédée. Elle là. est décédée, oui. C'était en avril. Oui. Je crois le 1er avril ou le 2, je ne sais plus. Elle a son interview a été faite à Abidjan. Maïliba, que je connais plutôt bien, parce qu'on est allé à la haie plusieurs fois, donc je connais plutôt bien Maïliba. Voilà. Et donc, elle était leader du groupe. Et donc, moi, je suis le plus petit. Quand un manque, il fallait que j'aille chercher celui qui manque, qui joue au ballon. Je vais le chercher. Et quand il arrive, il est retardataire. Et puis, on commence à manger. Pour me récompenser, parce qu'on faisait 1 à 1. Toi, tu prends, l'autre prend, l'autre prend, l'autre prend, tour à tour. Comme ça, le repas finit. Et quand elle voit que le repas diminue, elle dit stop. Je dis bien, Maïliba dit stop. Olivier, récupère toute l'assiette. Donc ça, c'est ma récompense. Puis je récupère toute l'assiette, puis je mange. Donc c'est là. C'est l'amour que j'ai pour les réfugiés. C'est là. C'est là tout. C'est là. Tout part de là, quoi, de l'éducation, du parcours. Le parcours. Et je n'ai jamais reçu 1 centime des dignitaires du FPI. Il dit bien jamais. Pourtant, ils étaient là, ils vivaient. Ils étaient là. Certains vivaient ici. Ils appellent des réfugiés 5 étoiles. Certains voient cette piscine-là, certains avec des piscines dans leur maison. Mais vu où ils vivent, nous sommes ici, chers téléspectateurs, nous sommes à Islegon, qui est le quartier chic, le coin chic d'Accra. Certains d'entre eux vivaient ici à Islegon, on me l'a dit. Oui. Pour vivre à Islegon, il faut en avoir, sinon on ne vit pas là. On ne paye pas les maisons ici, le loyer en monnaie locale. Non, c'est en dollars. C'est en dollars. Même j'ai vu les ventes des villas ici, c'est en dollars. Et des dignitaires vivaient ici, oui. Vous, dans les camps. Et vous n'avez jamais reçu un sou. 1 centime. Bon, peut-être d'autres personnes ont reçu pour donner à manger aux réfugiés. Il faut... Je parle de moi. D'accord. Qui vais dans les camps chaque semaine. Je n'ai jamais reçu 1 centime. Est-ce qu'ils s'y rendaient, ces dignitaires-là du FPI? Est-ce qu'ils se rendaient dans les camps? Pas avec moi, du tout. Est-ce qu'ils s'y rendaient quand même sans vous? Là, je ne sais pas. Mais je sais une fois, j'avais une dame que je dis merci encore à travers votre écran. Une grande sœur, une maman. Elle vit à Londres. Elle s'appelle Virginie de Monaco. Elle m'a appelé une fois. Elle m'a dit, mon fils, est-ce que ton ONG a des papiers? J'ai dit oui. Parce qu'elle a une nationalité française. Pour venir au Ghana, il faut un visa. Elle me dit, bon ben, j'ai besoin de l'aide d'invitation. Je vais venir au camp. Je lui ai fait la lettre d'invitation du forme. Elle allait prendre son visa. Elle est venue. Je l'ai accompagnée au camp en pain. Elle a dormi. Elle a mangé avec les réfugiés. Les bras chargés de vêtements, de la nourriture, elle a distribué. Et je l'ai mis en contact avec son groupe ethnique. Elle est de Guibéroua. C'est-à-dire, elle est bêtée du même ethnie que le ministre Charles Blé Goudé. Donc elle a rencontré des bêtés de Guibéroua dans le camp qui ont sympathisé. Donc voilà, elle est venue dans le camp. Et l'année qui a suivi, elle dit qu'elle va revenir. Je lui ai envoyé la lettre d'invitation. Elle a rentré sur la toile qu'elle va venir. Donc elle a fait des dons, elle a fait des appels de fonds. Elle a pu collecter de l'argent. Elle m'a dit, petit frère, je viens. Donc elle a collecté de l'argent. À ma grande surprise, elle m'appelle pour me dire que je ne viens pas. Mais je te fais un mandat. Petit frère, je ne te donne pas de raison, mais je te fais un mandat, je ne viendrai pas. Ok. Pour la Noël des enfants. Elle fait le mandat en mon nom
Mais il faut un code. Mais le code, elle l'envoie à quelqu'un d'autre. Oh. Et le code, elle l'envoie à qui? À Bantamana Picasso. Dignité du FPI. Du FPI. Ok. Pourquoi? C'est après que j'ai su ça. Mais je vais vous expliquer. Il envoie des gens m'appeler. Je lui ai dit, effectivement, oui, elle m'a dit ça. Eux, ils ont le code. Quand Bantamana Picasso leur a mis le code. Qu'on aille à la banque. Parce que sans moi, il ne peut pas retirer l'argent. Sans eux aussi, moi, je ne peux pas retirer l'argent. On est là ensemble. C'est des gars costauds. Hein? Ils croyaient que j'allais prendre cet argent-là. Je n'allais pas leur donner. Ils allaient prendre pour utiliser avec mon ONG, aller dans les camps. Je suis allé, j'ai récupéré l'argent. On est allé à son domicile. Voilà l'argent. Tu lui donnes l'argent. Appelle la dame devant moi pour lui dire que j'ai remis l'argent. Il a appelé la dame. Il m'a confirmé que bon, ben écoute. Comme c'est après-demain, on viendrait te chercher à la maison pour qu'on aille au camp, le plus proche, pour faire des dons, des cadeaux de jouets de Noël aux enfants. Ils ne m'ont pas pris. Ils sont allés seuls. Donc c'est là que j'ai su qu'ils sont allés une fois dans le camp. Je ne sais pas s'ils sont allés dans le camp. Voilà. Il a fallu attendre l'argent du Royaume-Uni pour pouvoir aller se rendre dans le camp. Voilà. Eux qui envahissent les camps ne pouvaient pas prendre un peu de leur poche pour aller dans les camps. Voilà. C'est là que je sais qu'ils sont allés une fois dans le camp. Tu n'as pas cela. C'est avec eux que vous dire combien de fois ils sont allés dans le camp et puis les dates. Moi j'ai toutes mes autorisations. Toutes les dates. Et chaque semaine j'y vais. Voilà. Écoutez, j'espère que les frères africains et même occidentaux, je n'ai pas dit les frères ivoiriens seulement, j'espère que les frères africains et même occidentaux qui regardent ce programme contacteront JMTV+, afin que je les mette en contact avec vous. Pour ma part, je n'ai pas beaucoup, mais chaque fois j'aurai un sou, je vous enverrai. Ah, vraiment, ça me fait du bien avec les... Oui, mais chaque fois j'aurai un sou, je vous dis, mon frère, voilà un sou. Nous avons eu beaucoup de difficultés ici, beaucoup de difficultés. Vous savez, dans le camp de Ampin, il y a eu des décès par morsure de serpents. Oh, pitié. Des enfants. Et bizarrement, toutes les personnes qui m'aident à m'occuper des réfugiés décèdent en France. Ils sont tous en France. Un doyen, son nom de Facebook, c'est Lamberto Baté. Il est ouais comme moi. Aujourd'hui, il est décédé. Il a appris qu'il y a un enfant qui a été mordu par un serpent qui est décédé. De chez lui, il allait en face, la pharmacie en face, il achète 2 pompes d'aspi venin. Il me les expédié. Et j'ai fait don au camp. S'il y a des morsures de serpent, de scorpions, on va aspirer le venin en attendant qu'on transporte le malade à l'hôpital. Se battre encore dans le camp. Depuis ce jour, il n'y a plus de décès par morsure de serpent. Mais il y a des décès. Il y a des décès. Ceux qui ont la chance, leur corps, parce que le camp de Ampin est à 45 km, à 45 minutes de la frontière Libo. Donc là, on peut transporter ton corps pour envoyer à Abidjan. Si tu n'as pas la chance, on t'enterre là, sans cercueil. Une tombe sableuse. C'est tout ce qui me manque dans mes archives. Le cimetière des réfugiés. Mais j'irai là-bas la semaine prochaine. Il a fait une prise de vue du cimetière des réfugiés. C'est des tombes sableuses. Ça n'existe plus aujourd'hui. Il dit, mais des tombes sableuses. Est-ce qu'il me le dit, hein? La manière qu'on enterre nos parents musulmans, là, c'est comme ça qu'on enterre nos réfugiés, ici. Des policiers, des gendarmes, des enfants, des bébés, des vieilles personnes enterrées là. Que moi j'ai assisté. Il dit, mais j'ai assisté à 177 enterrements de 2011 à ce jour. Et pour enterrer un corps, il faut aller négocier à la chefferie. Parce que tu es étranger. Donc eux nous ont une partie de leur cimetière un peu à l'écart pour enterrer nos corps. Voilà. Olivier Bella, Oui. je propose qu'on arrête là pour cette fois-ci. Ok. Je ne sais pas si j'aurai les moyens pour faire, mais je ferai le peu que je peux. Parce que le problème se pose au Cameroun. Ok. Il se pose dans beaucoup d'autres pays. Et le journaliste que je suis, le journaliste n'a pas d'argent. Si vous voyez un journaliste riche, demandez-lui par qui il a été corrompu. D'accord. Donc moi je ne suis pas corrompu, je n'ai pas d'argent. Mais le peu que je trouverai sur ma route, je penserai à vous. Okay. Je penserai à vous, mes frères ivoiriens. Okay. Comme je pense souvent à mes frères camerounais, je penserai à vous. Vous êtes tous mes frères. Okay. Je vais profiter aussi de votre
caméra pour lancer un appel aux autorités ivoiriennes. C'est le pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara. Ils sont là. Il a ses frères ivoiriens ici, dans les camps, qui souffrent. Si ceux qui sont rentrés lui n'ont pas dit, il a envoyé des, comment dirais-je, il a envoyé sa ministre dans le temps, Mme Marietou Koné. Elle n'est pas rentrée dans le camp parce qu'on l'a empêché de rentrer dans le camp. Oh, qui? Oui. Des Ivoiriens? Le même scénario que j'ai reçu dans le camp de... Ah, d'accord. Elle n'est pas rentrée dans le camp. Sinon, ceux-là, on ne travaille pas. Mais ceux-là, ce pouvoir-là, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. Donc, il ne doit pas venir nous voir. Pourtant, elle est ivoirienne. Elle dit, je viens voir mes frères. Pour les écouter. Qu'est-ce qu'ils veulent? Quel est le problème? Pourquoi ils souffrent ici? Pourquoi ils meurent en exil? Mais elle n'est pas rentrée. Elle est partie. Bredouille. Je leur demande à son gouvernement, au ministre, au nouveau ministre, Kakabe, la réconciliation, de penser à ses frères réfugiés, ici. J'ai écrit aux autorités, au conseil généraux en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de ma région, moi, ouais, pour leur dire, il y a des réfugiés qui veulent rentrer. On leur demande juste le minimum. Ce n'est pas de l'argent. Je leur ai dit, bon, écoutez, trouvez pour chaque famille, en fonction de la composition de la famille, un local, un toit dans sa région. Pour un instant, un moment temporaire, 6 mois, il va rentrer. Parce qu'il n'a pas de l'eau, il n'a pas de village. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il va rentrer. Et on vous a répondu quoi? Rien. Ça fait combien de temps vous avez écrit? J'ai écrit ici, via l'ambassade, j'ai écrit un courrier. L'ambassadeur m'a répondu qu'il a acheminé le courrier. Dans le temps, c'était le premier ministre, Bon Amadou Koulibaly. Il est décédé. Alors ça fait plus de 2 ans quand même que vous avez écrit. Que je l'ai fait. Parce que là, ça débordait. Ça, c'est là. Après le départ de la première vague des dignitaires. Et ce départ-là, toutes les chaînes internationales, de télé, de radio, les réseaux sont rentrés. Tous les réseaux sont rentrés. 52 réfugiés. Je dis bien 52 réfugiés. Aujourd'hui, nous sommes presque 6000 réfugiés. Mais 52 réfugiés sont rentrés. Toutes les chaînes internationales en branle. Les réseaux sont rentrés. Gardez bien mon contact prochainement. Vous me donnez la vraie information que je diffuse. Ok. Parce que j'ai l'impression que les médias de mon pays, je dis mon pays, les médias de mon pays, c'est la France. Oui. JMTV+, est un média français. Oui. Mais bon, ce n'est pas celui que vous suivez le plus. Hein. Les médias qui sont suivis sont parfois aux ordres, j'ai l'impression. Comment peut-on manifester 52 personnes qui sont reparties alors qu'il y a des milliers qui sont là dans des camps? Des camps, vous les voyez en image dans cette émission. Comment peut-on faire cela? Bon, c'est à eux qu'il faut demander. Moi, je lance un appel aux autorités ivoiriennes, au président Alassane Ouattara. Il a fait, par le ministère de la Solidarité, toujours avec madame la ministre, Marietou Koné, donner des per diem à des familles pauvres au pays. Je crois que dans le temps, c'était à 25 000 francs CFA. J'ai écrit, est-ce que les réfugiés peuvent avoir ce montant-là ici au Ghana? Ça n'aurait déjà représenté rien, hein. Ça aurait représenté quoi? 250 Ghana Cedis? Oui, mais ça c'est un trimestre. Hein. Au Ghana, c'est un trimestre. Parce que le réfugié gère, ça peut être suffisant. Bon, il y a une volonté politique peut-être pour qu'ils rentrent. Mais moi, je veux que les réfugiés rentrent. Démanteler les camps, là, ça ne demande pas grand-chose. Eux-mêmes veulent rentrer. Parce que d'abord même, le slogan dans notre tête ici, c'était si Gbagbo sort, on rentre. Toutes les réunions des autorités ghanéennes, les ONG qui viennent pour aider les réfugiés, vous, organisateurs onusiennes, ne nous emmerdez pas. Nous, Ivoiriens, si le président Gbagbo sort, nous on rentre. Aujourd'hui, il est sorti. Il est rentré au pays. Mais les réfugiés sont là. Pardon. Tout récemment, j'ai vu les photos du président Gbagbo avec le président Henri Konan Bédié. Oui.
J'ai eu vent que dans quelques jours, le président Gbagbo rencontrera le président Alassane Ouattara. Bon, on va dire que c'est de la politique. C'est de la politique. Est-ce que vous avez un message à envoyer au président Laurent Gbagbo? Ne me regardez pas moi, c'est pas moi le président Gbagbo, il est là. Dites-lui. Papa, il y a encore 6 000 réfugiés dans les camps ici au Ghana. En plus de cela, les élections récentes, il y a encore 800 familles qui sont venues, qui ont créé un nouveau 4e camp au Ghana. Tu sais ce qu'il faut pour les réfugiés. Tu connais l'exil. L'exil, tu as si bien dit que l'exil n'est pas bon. Il faut rentrer au pays. Aide-nous à rentrer au pays. Fais-nous rentrer au pays. Papa, je crois que le message est simple. C'était ça le plus important. Chers téléspectateurs, pensez aux nôtres qui vivent dans des conditions effroyables, indescriptibles. Chers politiciens, pensez à l'humain. L'être humain est très éloigné de vos centres d'intérêt politique. Ramenez l'humain au centre, car sans l'humain, l'humanité qui est tirée de l'humain n'aurait plus sa raison d'être. Voilà, tout simplement. Faites en sorte qu'un jour, l'état de nos États, soit enfin en bon état. C'est sur ce mot que nous allons vous quitter, avec beaucoup d'espoir. Merci encore Olivier. Merci chef. Merci. À bientôt. Merci. Vous êtes sur JMTV+.